Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission Légende Business aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et vous sortez un livre qui s'appelle « Ne faites plus d'études ». Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, la plupart des cursus universitaires sont inutiles. Faire médecine aujourd'hui, c'est du masochisme. Ils annoncent des humains pouvant vivre jusqu'à 160 ans très rapidement. Et je suis convaincu que la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Est-ce qu'un jour on peut avoir peur de se faire contrôler par des robots soldats? J'estime qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine la totalité de l'humanité d'ici 2044. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission Légende Business aujourd'hui avec deux invités, mais sur un sujet très important, sur l'intelligence artificielle. On n'avait pas encore pris le temps suffisamment pour parler de l'intelligence artificielle qui évolue de semaine en semaine, de mois en mois. C'est-à-dire qu'une émission faite il y a 6 mois serait complètement obsolète aujourd'hui. On aura Laurent Alexandre, qui est chirurgien, médecin, écrivain, mais surtout qui est transhumaniste. C'est-à-dire qu'il va nous parler du transhumanisme, du fait d'améliorer son corps, de pouvoir vivre très longtemps. On va aborder le sujet. Il pense que le premier homme qui va vivre 1000 ans est déjà né. On abordera le sujet aussi de son livre qui s'appelle « Ne faites plus d'études ». Lui pense que ça ne sert à rien de faire des études de médecine, par exemple, aujourd'hui, puisqu'on contrôlera dans quelques années des IA qui seront bien plus performantes. En tout cas, il y aura des médecins qui seront assistés par IA. On sera des contrôleurs, des managers d'IA, en gros. Et donc, on aura aussi, tout à l'heure, Corentin Fayard, qui a créé Substi. Substi, c'est une société qui permet non seulement d'avoir sa propre intelligence artificielle dans sa société, pour sa boîte, avec des employés IA. Attention, pas des agents, des employés complètement employé, c'est-à-dire par exemple un comptable IA, un community manager IA. Vous allez lui dire que vous voulez faire 3 posts Instagram par mois. Il va vous choisir les sujets en rapport avec l'actualité, avec votre société, vous les écrire, faire des visuels, écrire et poster directement, avec évidemment un contrôle humain. Mais vous allez voir tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pourquoi c'est important dans une société d'avoir sa propre intelligence artificielle? Et le transhumanisme, comment d'après lui, grâce à la super intelligence artificielle, Laurent Alexandre nous disait dans le bureau tout à l'heure, avant de préparer l'émission, vous allez voir, c'est passionnant, que d'ici 2035-2040, on pourrait guérir toutes les maladies grâce à l'évolution de l'intelligence artificielle qui va exploser d'ici quelques années. Alors en tout cas, juste avant de commencer, prenez 30 secondes, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube si vous voulez bien les amis, ça nous aide vraiment beaucoup. Plus vous êtes nombreux, plus on peut avoir d'invités exceptionnels, comme Laurent Alexandre tout à l'heure par exemple. Donc n'hésitez pas à le faire. Et en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast, vous pouvez nous écouter en podcast audio quand vous êtes sur la route ou ailleurs. Vous pouvez mettre Légende en podcast et merci de faire de Légende encore le premier podcast de France. On va retrouver maintenant Corentin Fayard qui a créé donc Substi, qui permet d'avoir sa propre intelligence artificielle, qui va apprendre, qui va progresser dans sa société. Et ses employés IA, vous allez voir tous les métiers qui sont possibles d'être faits aujourd'hui par de l'intelligence artificielle. C'est parti sur Légende. Je suis Corentin Fayard, le fondateur de Substi, les IA pour entreprises qui appartiennent aux entreprises. Bienvenue Corentin. Tu es de Paris Corentin, tu es d'où? Pas du tout, je suis de Lyon. De Lyon? Ouais. Tu fais l'aller-retour là? Exactement, je rentre ce soir, retrouver mon petit loup. Corentin qui a créé une société il n'y a pas longtemps, ça fait quelques mois seulement que tu l'as lancée, tu as bossé longtemps dessus, tu as bossé des années dessus. Exactement. On va parler d'intelligence artificielle pour les entreprises, que tu fais vraiment sur mesure par entreprise avec les employés IA qui vont avec. C'est ça. Alors c'est pas des agents IA, c'est des employés IA, t'as dit? Exactement. Qui appartiennent aux entreprises. L'IA leur appartiennent vraiment. C'est-à-dire quoi? Tu passes pas par un ChatGPT, un OpenAI? Exactement. C'est exactement ça. C'est leur IA. On remplace ChatGPT, on remplace Claude. Mais c'est quoi l'intérêt? Parce que ça marche très fort aujourd'hui, Claude, OpenAI. Ça sert à quoi d'avoir sa propre IA? Ça sert principalement sur les fuites de données. Dans le sens que demain, tu utilises ChatGPT, tu connectes tes mails à une IA. L'IA va pouvoir utiliser ces données pour pouvoir directement apprendre de ces données, et il y a un vrai risque de fuite, et l'IA est publique. Donc demain, tout le monde peut se servir de ces données. Le sujet, c'est vraiment pour la confidentialité, en gros. Exactement. C'est-à-dire que tu as ton IA, mais c'est-à-dire que tu as tes serveurs à toi, c'est ça? En fait, il y a 2 possibilités. Soit les entreprises, directement, c'est ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire on met l'IA sur leur serveur, dans leur cloud. Et l'autre possibilité, c'est on a un partenaire avec une entreprise française qui propose des serveurs sécurisés, et chaque client met son IA dans un endroit qui ne leur appartient qu'à eux. Mais c'est pas dans leur boîte physiquement, c'est dans ça peut aussi, ouais. Ça peut.
On peut avoir sa propre IA. On peut avoir, dans tes locaux, dans le couloir, on peut te mettre directement ta propre IA pour toi, pour tes employés. On va découvrir tout à l'heure, on parlera aussi de transhumanisme, d'intelligence artificielle. Il y en a qui veulent commencer à relier le corps à l'IA. Est-ce que toi, tu sais que l'IA, ça évolue tellement vite, c'est que tous les 3 mois, ce qu'on a appris, finalement, n'est plus très vrai et ça va encore plus vite. Est-ce que tu t'intéresses à tous ces sujets aussi de transhumanisme, de voir jusqu'où on peut pousser le corps humain? Ils annoncent qu'on pourrait vivre jusqu'à 160 ans d'ici 5 à 10 ans, que les nouvelles personnes qui vont naître vont pouvoir vivre jusqu'à 160 ans. Est-ce que c'est bullshit? Est-ce que c'est n'importe quoi ou pas? Mais qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est un de mes leitmotivs, dans le sens où aujourd'hui, je peux créer des employés IA à volonté. Je peux en créer 100, je peux en créer 200. Mais du coup, un jour, je me suis dit, mais en fait, on peut aussi créer des chercheurs IA. On peut en créer 100, on peut en créer 200, on peut en créer 300. Ce qui peut faire qu'on peut faire des avancées. On démultiplie, quoi. On démultiplie la puissance de la recherche médicale, on démultiplie tout ça. Et je trouve que c'est passionnant. Quand tu dis que tu crées des employés IA et pas un... Vous savez, ce qu'on appelle un chatbot. On est tous arrivés sur un site et il y a quelqu'un qui vous parle dans une petite fenêtre de chat en bas à droite. « Bonjour, vous avez besoin d'un renseignement ?» En fait, 99% du temps, on est d'accord, c'est pas des êtres humains derrière. Tout à fait. C'est des IA. Tout à fait. Alors parfois, moi, ça m'est arrivé de dire « Mais attendez, est-ce que vous êtes un humain ?» Ils me répondent « Oui ». Ils mentent? La plupart du temps, oui. Honnêtement, la plupart du C'est vrai? temps, oui. Oui, complètement. Ils sont réglés pour dire que ce sont des humains alors que non? Ah, mais totalement. C'est quelqu'un qui peut répondre directement. On voit dans les chatbots, si la personne répond dans les 5 secondes, tu peux être sûr que c'est faux. IA. Ouais. Parce que sinon, c'est pas possible de gérer tous les deux. C'est impossible d'avoir cette réactivité. Et donc, c'est quoi la différence? Tu dis un employé IA, c'est un employé avec l'intelligence artificielle, donc un collaborateur. C'est quoi la différence avec juste un chatbot ou quelqu'un qui va juste te régler quelques trucs? Un chatbot, c'est un peu comme ChatGPT. Si tu peux lui poser des questions, il va te répondre. Nous, en plus de répondre, s'il y a des actions à faire, donne-moi je vais prendre l'exemple d'un comptable qui veut avoir des questions sur comment lettrer un compte ou par rapport à une nouvelle loi qui vient de se poser. L'IA va pouvoir lui répondre. Nos employés IA vont déjà pouvoir lui répondre, mais aussi pouvoir faire toutes les actions derrière sur tous les clients de son entreprise de manière complètement automatique, comme un humain le ferait. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux pas avoir un comptable IA dans ta boîte, tu es obligé d'avoir un vrai comptable, c'est juste une aide pour quelqu'un? Non, pas du tout. Complètement, on peut avoir un employé comptable IA. Globalement, je t'explique comment ça marche rapidement. Tu prends les process comptables que tu as dans ta boîte, tu montres, tu expliques à l'IA, et derrière, l'IA va pouvoir le refaire exactement comme un comptable le fait sur l'écran. L'IA va bouger la souris, va pouvoir agir sur l'écran comme un humain le ferait. Mais c'est-à-dire que tout le monde peut le gérer, ça? Tout le monde peut le faire? Totalement. Imaginons, chez vous, vous avez une boulangerie, c'est n'importe quoi, hein. Hop, vous êtes dans un village, vous avez une boulangerie, mais vous n'avez pas les moyens parce qu'on ne peut pas tous payer un comptable ou un expert comptable. Comment tu lui expliques? Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes boulanger chez vous, comment est-ce que vous expliquez? Alors déjà, une fois que tu as créé, donc que tu as ta propre IA, tu as la question d'un point de vue juridique, d'un point de vue comptable. Tous nos employés IA, tout l'IA a une base de connaissances qui est plus forte que tous les humains sur Terre. Ça, déjà, il faut se le dire. L'IA est plus forte que les humains. Donc après, c'est comment on l'architecture. Demain, quelqu'un qui ne sait pas utiliser, comment ça se passe? Il prend son téléphone, il parle à la voix directement à notre IA. J'aimerais que tu organises tous les comptes pour l'administration fiscale. Je veux que tu fasses ma déclaration de TVA par rapport à mes factures. Et l'IA va tout organiser. Mais la dernière action, ce qu'on appelle la valeur ajoutée chez nous, sera réalisée par l'humain. C'est 90% Exactement. l'IA et les 10 derniers pourcents, c'est l'humain. Qui contrôle quand même au cas où. Exactement. C'est exactement ça. Comment tu fais confiance à l'IA? C'est des sujets, tu vois, on va parler de transhumanisme après, on va parler de santé, donc c'est des sujets encore même plus graves que la comptabilité, mais déjà la compta, tu rates ta compta, c'est quand même chiant. Comment est-ce que tu peux être sûr qu'il n'a pas fait de conneries? En fait, imagine que tu es en train de former un alternant ou un nouvel employé. Au départ, tu lui apprends, après tu vas le superviser, et enfin tu vas le manager. Quand je dis manager, c'est que tu vas lui donner juste les objectifs, et pas uniquement toutes les tâches qu'il aura à faire. Et nous, on a mis en place un système de feu vert, feu orange, feu rouge. C'est-à-dire que toutes les actions réalisées par l'IA vont être contrôlées par une autre IA. Et cette autre IA va analyser, par exemple, ces actions. J'ai 100% de résultats, je sais qu'elle a marché, feu vert, tu n'as pas besoin de vérifier. Si on est entre 95% et 100%, feu orange. Il faut que l'humain vérifie. Parce que parfois, les IA font des erreurs. Sur ChatGPT, vous demandez un truc, il te répond à côté de la plaque, tu lui dis « Mais attends, tu t'es trompé ?»« Ah oui, je me suis trompé » et puis il sort autre chose.
Complément. Ça ne sait pas dire que ça ne sait pas, que ça ne connaît pas ou que ça n'a pas compris. Je crois que ça va de toute façon te répondre, une IA. Tout ce qui est Je te parle de ChatGPT. ChatGPT, etc. Oui, ça ne peut pas dire que ça ne sait pas. compris, Et c'est là tout l'enjeu d'arriver à analyser et d'évaluer les actions réalisées pour que si on est à moins de 95% d'être sûr que ça a bien marché, que l'humain ait l'information. Pourquoi tu as lancé Substic? Comment tu as eu l'idée? Tu fais des conférences sur l'IA, donc tu t'y intéresses depuis longtemps. Ouais, je m'y intéresse depuis longtemps et l'idée... T'as 31 ans aujourd'hui. Exactement. L'idée, c'était vraiment d'arriver à moi, avoir mes propres employés sans qu'il y ait des conditions d'horaire, sans qu'il y ait des conditions de devoir les gérer parce que je suis très mauvais gestionnaire et très mauvais manager. Et l'idée, c'est comment je mets une IA qui peut contrôler mon écran. L'idée de base, c'était ça. Donc, j'ai réussi à créer ça. On a réussi à créer ça avec les équipes. Et à la fin, quand on attaque la partie commercialisation, on se rend compte aussi que l'autre intérêt, c'est d'avoir une IA propre. Parce que plus on a travaillé au fur et à mesure du temps, plus on s'est rendu compte que en fait, de passer par ChatGPT, de passer par Claude, de passer par tout. En fait, toutes les données, on se les fait voler. Et il y a des fuites. Et demain, tu mets ta liste de clients sur ChatGPT pour faire une analyse. Et tous tes concurrents peuvent récupérer. Ah, tu peux récupérer ce Ah bon? C'est pas constamment le cas, mais ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Demain, un client, il faut bien comprendre qu'une entreprise, personne ne parle de ça, mais vous mettez vos données sur un LLM, ce qu'on appelle ChatGPT, etc. Ces données sont utilisées par l'IA, utilisé par les data centers aux USA pour utiliser, et il y a forcément des biais et des fuites à des moments, ce qui fait que tout le monde non, mais on peut récupérer et vos données peuvent fuiter. Oui, ça peut arriver dans quelques années qu'il y ait des grosses fuites de données où tout le monde récupère tout, quoi. Mais c'est déjà arrivé. Et c'est même pire que ça, ça peut être aussi volontaire. Il y a une entreprise qui regroupe énormément de codes sources, donc de valeurs d'entreprise de code, qui vient d'être reprise par Microsoft. C'est-à-dire que, et Microsoft a fait signer à tous les gens qui utilisent cette plateforme, on peut utiliser vos données pour entraîner nos modèles et on peut utiliser vos données pour revendre vos données. Qu'est-ce qui t'intéressait dans l'IA, toi? L'IA, ça m'a toujours passionné parce que j'ai tout de suite eu l'envie que l'IA puisse régler tous les problèmes de santé dans le monde. Dans le sens que je me suis dit que l'IA, ça allait pouvoir décupler la puissance des chercheurs et qu'on allait pouvoir soigner énormément de maladies grâce à la puissance de calcul de l'IA. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'IA et c'est comme ça que c'est devenu... Ou tu t'es intéressé personnellement, tu veux dire? Ouais. Pourquoi c'est important pour toi, la santé? Parce que c'est magique. Arriver, on va se dire que peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on va pouvoir vivre jusqu'à 160, 200 ans. Ça me passionne. C'est les chiffres qu'ils annoncent. Est-ce que c'est possible, tu vois? J'ai l'impression qu'on entend depuis des années et alors là, pourtant, l'espérance de vie diminue, tu as vu? Depuis 10 ans. C'est paradoxal, mais avec tout ce qui est lié au transhumanisme et tout ça, on va arriver à ça, on va arriver même, je pense, à beaucoup plus et rapidement, et qu'on va redevoir complètement notre vision de la civilisation comme on la connaît aujourd'hui, grâce, entre guillemets, à l'IA, à l'humain augmenté. On va faire rentrer dans un instant Laurent Alexandre, qui est médecin, vous allez voir, il est à la fois entrepreneur aujourd'hui et écrivain, il est spécialiste du transhumanisme et comment on améliore non seulement sa durée de vie, vivre plus longtemps mais en bonne santé, comment faire aussi pour relier son corps à la technologie. Vous allez voir, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent. C'est à la fois quelque chose qui est un peu effrayant et qui est génial, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être vivre 2 fois plus longtemps que nos arrière-grands-parents, par exemple. Juste avant, combien ça coûte Substic si jamais on est une entreprise et qu'on a envie de le prendre pour avoir des employés IA, pour accélérer sa cadence, etc. Alors déjà, il faut bien comprendre que ça va dépendre. Demain, il y a un grand groupe qui veut travailler avec moi et une entreprise de 50 salariés. Ça va pas forcément être le même tarif. Mais globalement, avoir une IA dédiée, ça coûte entre 1000 et 10 000 euros par mois. Et ensuite, un employé IA, globalement, un employé IA, et ça, peu importe la structure, ça coûte entre 500 euros et 3000 euros par mois. Et c'est quoi qui fait la différence du prix entre 500 et 3000 ? C'est une IA qui a bac plus. Comment tu fais? C'est ça en fait en gros. C'est un peu ça. C'est des compétences. C'est le coût énergétique que ça va coûter. C'est-à-dire que si c'est des tâches d'automatisation, ça va coûter moins d'énergie pour le serveur que s'il faut aller réfléchir, aller voir toutes les dernières lois et toutes les jurisprudences qui viennent de sortir. Forcément, ça coûte un petit peu plus. C'est des sujets qui vont arriver de plus en plus sur la table. On va faire rentrer maintenant Laurent Alexandre, qui est spécialiste du coup du transhumanisme. C'est parti. Ça y est, on a fait rentrer Laurent. Bienvenue Laurent Alexandre. Bonsoir. Merci de venir. C'est chirurgien, médecin. Comment on vous décrit?
Comme quelqu'un qui s'intéresse aux conséquences politiques de l'intelligence artificielle. Vous avez fait beaucoup d'études, on en parlait avant. Vous m'avez dit que vous avez fait HEC, vous avez fait plusieurs écoles. Et vous sortez un livre qui s'appelle « Ne faites plus d'études ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, la plupart des cursus universitaires sont inutiles. Faire médecine aujourd'hui, c'est du masochisme. Les études pour être médecin généraliste durent 10 ans. Et dès aujourd'hui, on ne parle pas de 2035, on parle d'aujourd'hui, ChatGPT est 4 fois meilleur qu'un médecin pour faire un diagnostic. Donc les études médicales ne préparent pas à la médecine de demain. Vous n'allez pas vous faire que des amis en disant ça. C'est une réalité, même si c'est extrêmement douloureux pour ma profession. J'ai passé 11 années de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie et je constate que l'intelligence artificielle nous a dépassés, nous médecins, en quelques mois. Vous étiez chirurgien quoi ? J'étais chirurgien urologue. Urologue ? Ouais. Vous pensez, si vous nous regardez chez vous, vous avez envie de faire médecine, vous avez envie d'être médecin, dans ce cas-là, vous dites qu'il ne faut pas faire d'études, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Il ne faut pas faire médecine. Si on a vraiment envie de sauver des gens, on développe une start-up qui va utiliser l'intelligence artificielle pour développer des nouveaux médicaments. C'est ça l'avenir de la médecine. De toute façon, les médecins n'auront pas le droit de faire des diagnostics et n'auront pas le droit de faire des ordonnances dans 10 ans. Parce que vous pensez ? C'est une évidence. Le décalage entre les capacités de l'intelligence artificielle et des médecins que nous sommes va être tellement grand que ce sera interdit pour les médecins de faire un diagnostic sans l'autorisation de l'intelligence artificielle. Et les malades n'accepteront pas dans 10 ans. Mais on ira se soigner où si on a une grippe en hiver ? Non, mais il y aura toujours des médecins. Les médecins ne vont pas mourir, mais les médecins ne feront plus de médecine. Ce seront des orchestrateurs d'intelligence artificielle et dans un deuxième temps, des orchestrateurs de robots chirurgicaux. Elon Musk a encore affirmé cette semaine que dans 3 à 5 ans, ces robots Optimus seront meilleurs chirurgiens que les meilleurs chirurgiens sur Terre. Donc on va vers une transformation radicale de mon métier, et pas seulement de mon métier. C'est quoi le transhumanisme ? On entend ce mot-là qui arrive de plus en plus. Alors, le transhumanisme, c'est une idéologie qui s'est développée il y a plusieurs décennies, mais qui a été popularisée à partir de la Silicon Valley. Constatant que les nouvelles technologies, les nanotechnologies, les biotechnologies, la génétique, Nano, c'est tout petite technologie. L'intelligence artificielle et la robotique galopaient, et les intellectuels anglo-saxons ont commencé à réfléchir aux conséquences que ça allait avoir sur la société, que la vie va augmenter, va durer plus longtemps, que l'intelligence va devenir gratuite, qu'on va modifier notre cerveau. Et donc le transhumanisme, c'est l'idéologie qui réfléchit aux conséquences de l'augmentation de l'homme par technologie. Et le transhumanisme s'oppose au post-humanisme, qui est promu par des gens comme les dirigeants de Google, qui cette fois-ci ne veut plus augmenter l'homme, contrairement aux transhumanistes, mais veulent remplacer l'homme par la machine en transférant notre cerveau dans les ordinateurs avant d'abandonner notre corps biologique. Donc de mourir, quoi. Il y a une vraie différence entre le transhumanisme et le posthumanisme. Mais c'est-à-dire que si on transfère notre cerveau un jour dans un ordinateur, ça ne sera pas vraiment nous. C'est une grande question. On sera toujours en vie, qu'il y aura toujours. On n'a pas la réponse, mais Sam Altman, le créateur de ChatGPT, explique régulièrement qu'il veut transférer son cerveau dans le cloud, dans les ordinateurs. D'ailleurs, il a passé contrat avec la société Nectome, qui prévoit de transférer le contenu de nos cerveaux dans les ordinateurs. Tout ça est bouleversant pour les Français qui sont plutôt des techno-conservateurs. Et on parle de transhumanisme, mais on entend aussi biohacking. Le fait de faire des CRISPR, des seringues avec notre ADN, notre génome un peu modifié, pour améliorer, changer la couleur de nos yeux. C'est illégal, je rappelle, en France, mais il y en a qui le font, des chirurgiens qui le font sur eux, en tout cas dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, je crois, dans certaines cliniques. Est-ce que c'est la même chose que le transhumanisme ? Alors, le biohacking, c'est une petite composante du transhumanisme. Le transhumanisme veut augmenter l'homme, le rendre plus intelligent, plus puissant, lui permettre d'aller dans le cosmos, de lui donner des nouveaux pouvoirs et éventuellement de tuer la mort. La mort de la mort est le grand objectif des transhumanistes avec l'augmentation intellectuelle. Ils annoncent des humains pouvant vivre jusqu'à 160 ans très rapidement. Très vite, oui. Alors si vous prenez... Vous y croyez à ça ? Je suis convaincu que l'espérance de vie va beaucoup augmenter et je suis convaincu que la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née. J'en ai la conviction
absolue. Regardez, si vous prenez les chefs de la Silicon Valley, Elon Musk a dit qu'en 2035, il y a déjà des gens qui auront une espérance de vie de 160 ans et que le vieillissement va pouvoir être inversé grâce à la superintelligence artificielle qu'il estime très proche. Dario Amodei, le fondateur d'Anthropic et de Claude, qui est aujourd'hui la plus puissante intelligence artificielle, qui a dépassé ChatGPT, prévoit que dans 5 à 6 ans, on pourra vivre là encore 150 à 60 ans avant d'aller beaucoup plus loin. Et Demis Hassabis, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Google et qui est prix Nobel de chimie pour ses travaux grâce à l'intelligence artificielle sur la structure en 3 dimensions des protéines, annonce entre 2035 et 2040, grâce à la superintelligence artificielle, la fin de toutes les maladies, la fin de tous les cancers. 2035 entre 2035 et 2040, la fin de toutes les maladies génétiques, la fin de toutes les maladies cérébrales, Parkinson, Alzheimer, etc. Il prévoit qu'en 2040, la superintelligence artificielle aura tué 100% des maladies humaines. Bah, ça serait beau. Et ce garçon est prix Nobel de chimie, en dehors d'être le patron de l'intelligence artificielle chez Google. Ça n'est pas n'importe qui sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'il faut tenir encore 15 ans, quoi, en gros. Une partie importante de la Silicon Valley prétend que les gens qui seront encore vivants en 2035 pourrait vivre plusieurs siècles grâce à la superintelligence artificielle qui va décrypter les codes du vivant et permettre d'inverser le vieillissement. Parce que bien évidemment, il ne s'agit pas d'être alzheimerien et gâteux chez Orpea pendant 1000 ans. Le but, c'est de vivre très longtemps en inversant le vieillissement, c'est-à-dire en étant éternellement jeune. Rajeunissant. Et la Silicon Valley est convaincue que la superintelligence artificielle va le permettre rapidement. Qu'on va intervertir le processus de vieillissement. On va l'inverser, exactement. On va l'inverser. Ça, vous pensez possible, vous qui êtes... Oui, je pense. Alors, je ne sais pas si la Silicon Valley a raison de dire que ce sera le cas dans 5 à 10 ans, mais je suis convaincu que la superintelligence artificielle qui est imminente va transformer mon métier et va transformer nos existences. C'est quoi la superintelligence artificielle? C'est la première fois que j'entends ce mot. Alors, ce qu'on appelle superintelligence artificielle, la V2, quoi, c'est une intelligence artificielle qui est supérieure aux 8 milliards de cerveaux humains réunis. Alors, Sam Altman pense qu'elle sera là dans 2 ans environ, c'est ce qu'il a annoncé le week-end dernier. Il a d'ailleurs sorti un programme politique parce qu'il est convaincu que la superintelligence artificielle va tellement transformer l'organisation de nos sociétés qu'il faut un nouveau programme politique. Il pense que nous n'allons plus travailler, que les robots humanoïdes et l'IA vont remplacer 100% des jobs et que donc il faut organiser un revenu universel et qu'il faut préparer la société à un monde... Un bouleversement, quoi. Complètement nouveau. Bouleversement économique, bouleversement civilisationnel, puis bouleversement anthropologique, parce que, comme le dit très bien le Geoffrey Hinton, prix Nobel de physique pour avoir découvert les réseaux de neurones qui sont à la base des intelligences artificielles, nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre, nous sommes la 2e espèce la plus intelligente sur Terre après l'intelligence artificielle, et ça, c'est un bouleversement absolument fondamental. Nous étions la seule espèce dotée d'intelligence conceptuelle sur Terre depuis la mort de l'homme de Néandertal. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Nous vivons à un moment totalement inédit et extraordinaire. Nous avons la chance immense de vivre au moment où une 2e intelligence conceptuelle arrive sur Terre, à côté de la nôtre. Est-ce qu'il y a des critiques sur le transhumanisme, comme quoi c'est élitiste, réservé aux gens qui ont des moyens? Alors, pour tout le monde, le transhumaniste, au contraire, veut augmenter l'espérance de vie et le cerveau de tout le monde. Et grâce à la superintelligence artificielle, les transhumanistes sont convaincus que les thérapies d'augmentation cérébrale et d'allongement de la vie seront quasiment gratuites et que leur coût va baisser aussi vite que les microprocesseurs, par exemple. Si un jour on avait la chance de vivre même 100 ans de moyenne, 160 ans, il y aura un problème démographique, c'est-à-dire que les enfants, des enfants, on aurait nos générations... En réalité, nous ne faisons quasiment plus d'enfants. Il y a des pays comme la Corée où on est à 0,7 enfants par femme. Ça veut dire que la population est divisée par 3 à chaque génération. Donc ce qui menace la Terre aujourd'hui, c'est la dépopulation. On en est loin, on est tellement surchargé là. Non, on n'est pas surchargé. Il n'y a que 2 zones géographiques où la population continue vraiment d'augmenter. L'Inde,
le Pakistan, le Bangladesh et puis l'Afrique subsaharienne. Partout ailleurs, on est en train de se stabiliser, voire de baisser. Dans beaucoup de pays, le nombre d'enfants par femme, il est très inférieur à 2, et donc la population va baisser. En Chine, la population va être divisée par 2 d'ici 2100. Donc on n'est pas du tout dans une phase d'explosion générale de la population, même s'il y a encore 2 zones sur Terre où la population augmente, mais même dans ces zones, la quantité d'enfants par femme commence à baisser. Vous dites qu'il existe 2 types de transhumanisme. Alors, il y a plusieurs types. Il y a des transhumanistes comme Elon Musk qui veulent surtout conquérir le cosmos. Oui, aller le plus loin, Mars, et augmenter le cerveau, puisque Elon Musk a créé Neuralink, une société qui est destinée à mettre des microprocesseurs, des circuits intégrés dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs avec l'intelligence artificielle. Donc, et puis, il y a des transhumanistes qui s'intéressent moins au cosmos et qui veulent tuer la mort. C'est le cas des dirigeants de Google, par exemple, qui pensent que la mort de la mort va arriver rapidement et que à partir de 2029, on va chaque année gagner plus d'1 année d'espérance de vie. Ça veut dire que plus on vieillit, plus on s'éloigne de notre mort. Et c'est un des vice-présidents de Google qui défend cette idée-là, Ray Kurzweil, et c'est l'un des papes du transhumanisme mondial. Ils mettent beaucoup d'argent dedans ? Alors, Google a créé une filiale pour tuer la mort qui s'appelle Calico et qui a pas mal d'argent. Sam Altman a investi dans ces technologies de anti-vieillissement, et également Jeff Bezos a mis beaucoup d'argent dans Alto Labs qui est destiné à inverser le vieillissement des cellules. L'objectif de tous ces projets, c'est de faire émerger Homo Deus, vous dites. Qu'est-ce que c'est Homo Deus ? Homo Deus, c'est un terme qui a été popularisé par Harari. C'est l'homme-dieu qui, grâce à la super-intelligence artificielle et à la génétique et aux technologies d'augmentation cérébrale, prend la place de Dieu. Homo Deus, c'est en fait l'homme transhumaniste qui se sert de la technologie pour devenir tout-puissant, conquérir le cosmos, augmenter son cerveau, et puis tuer la mort. Et derrière Homo Deus, il y a un autre dieu éventuel qui est la super-intelligence artificielle, pour ceux qui ne sont plus transhumanistes, comme on le disait tout à l'heure, mais qui sont post-humanistes et qui pensent que nous devons laisser la place à la super-intelligence artificielle. Ça vous fait peur ? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet de l'avenir ou plutôt positif en entendant tout ça ? Non, il faut être optimiste, mais pour être optimiste aujourd'hui, il faut bien maîtriser les outils d'intelligence artificielle. Parce que finalement, la plupart des métiers vont être profondément changés, et le seul métier qui va persister, c'est celui d'orchestrateur des intelligences artificielles. Il n'y aura plus de médecins, il y aura des orchestrateurs d'intelligence artificielle médicale, il n'y aura plus d'avocats, il y aura des orchestrateurs d'intelligence artificielle juridique. Donc, le savoir-faire essentiel aujourd'hui, c'est de parfaitement maîtriser les intelligences artificielles, savoir les organiser, et puis savoir architecturer ce qu'on appelle maintenant les agents intelligents. Sorte de manager d'IA, en fait. Bien sûr. Parce que orchestrateur, c'est manager. Le seul métier qui va rester, c'est de manager les intelligences artificielles et les robots. On ne va plus manager d'hommes, parce que l'essentiel du travail intellectuel va être fait par l'intelligence artificielle. Sam Altman répète régulièrement que dans 15 ans, 1/1000 de l'intelligence sur Terre sera de l'intelligence humaine et 99,9% sera de l'intelligence artificielle. Donc il va y avoir très peu d'intelligence humaine à côté de l'intelligence artificielle. Donc les managers, ils vont surtout manager de l'intelligence artificielle. Et ce sera un métier absolument captivant pour ceux qui vont bien maîtriser ces outils. Vous disiez, il y aura peut-être plus de médecins, on en parlait avec Substi tout à l'heure, on peut avoir des avocats, des comptables. Mais alors, qui va nous défendre si on est victime dans un procès s'il n'y a plus d'avocats ? Ce serait une IA qui parlerait ? Mais il restera des avocats, mais ce ne sont plus les avocats qui feront le droit, ce seront les intelligences artificielles. Et vous verrez demain que les malades n'accepteront plus d'être soignés par un médecin humain. Ils exigeront une intelligence artificielle parce que aucun médecin humain ne pourra arriver à la cheville de la super-intelligence artificielle. Comment, vous disiez tout à l'heure, on pourra fusionner le transhumanisme avec l'IA, vous parliez de Neuralink tout à l'heure, avec donc la société que développe Elon Musk, pour pouvoir relier des puces sur le cerveau, ça peut permettre de rendre la vue à des personnes qui sont non-voyantes. Ça, c'est une première étape, et puis d'aider les paralysés à pouvoir communiquer avec des ordinateurs. Mais l'étape ultérieure qu'il vise, c'est l'augmentation cérébrale. Et il y a des gens dans la Silicon Valley qui pensent qu'il ne faut pas faire d'enfants.
Par exemple, Alexander Wang, qui est le plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire et qui est le patron des intelligences artificielles chez Meta Facebook. Et Mark Zuckerberg envisage de lui confier 500 milliards de dollars pour créer la super intelligence artificielle. Il a déclaré cet automne devant les journalistes « J'ai décidé de retarder mon premier enfant. Je ne veux pas faire d'enfant avant que les technologies Neuralink d'augmentation cérébrale soient parfaitement au point. Si je faisais un enfant maintenant, sans qu'il soit avec des puces dans le cerveau, je serais un père indigne, car il n'y aurait aucune chance que mon enfant soit compétitif face à la super intelligence artificielle qui arrive de façon imminente. » Voilà ce qu'il a déclaré aux journalistes il y a quelques mois. Est-ce qu'on n'enlève pas toute l'humanité, là? Est-ce que le but, c'est pas forcément d'être compétitif, c'est aussi d'être heureux? Personnellement, je ne veux pas qu'on tue l'homme. Je veux bien qu'on tue la mort, je veux bien la mort de la mort, je ne veux pas la mort de l'homme. C'est triste, et on donc, est plus entre machines. pour que nous restions dans la boucle, il faut d'abord qu'on se forme et qu'on change notre façon d'apprendre pour pouvoir être complémentaire de l'intelligence artificielle. Et probablement qu'il faudra nous augmenter avec des dispositifs électroniques. Mais les États-Unis vont encore plus loin. Les premières startups de sélection embryonnaire intellectuels sont autorisés depuis l'automne dernier. Des sociétés comme Heliosep Genomics vous proposent pour quelques dizaines de milliers de dollars de fabriquer plusieurs embryons en éprouvette à partir du sperme du mari et puis des ovules de la maman, de fabriquer ces bébés, d'analyser l'ADN des bébés et de choisir le bébé le plus intelligent et d'implanter en fécondation in vitro le bébé le plus intelligent. Et il faut savoir que selon un sondage réalisé par la revue scientifique Science, qui est le plus grand journal scientifique au monde avec Nature, 38% des Américains souhaitent utiliser cette technologie pour avoir des enfants plus intelligents à l'ère de l'intelligence artificielle. Et 28% des Américains veulent aller plus loin, ils veulent modifier l'ADN de leur bébé pour que leur enfant soit vraiment compétitif face à l'intelligence artificielle. Donc on est face à des bouleversements philosophiques et politiques majeurs parce qu'il y a une course à augmenter les bébés dans un monde où l'intelligence artificielle menace de nous rendre obsolescents. Est-ce qu'on joue pas à Dieu quand on modifie on la joue à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de Modéus. Nous sommes le nouveau Dieu. Nous changeons la matière, nous avons créé de l'intelligence artificielle, on modifie nos corps, on a créé la bombe atomique, on a des fusées qui vont dans l'espace. Nous sommes en train de dire de Homo Deus, c'est tout à fait clair. L'homme-dieu commence à être une réalité, ce n'est plus un fantasme, c'est une réalité technologique et scientifique. C'est effrayant ou un petit peu, non? C'est captivant. C'est génial et effrayant à la fois. On ne va pas passer les prochains milliards d'années à fabriquer des espadrilles bio à la main et fabriquer des brouettes. Évidemment qu'avec des pouvoirs absolument démiurgiques, nous allons avoir une politique et une économie démiurgique. On ne va pas se servir de la quantité incroyable de technologie et d'intelligence à notre disposition pour bêcher à la main et enlever les mauvaises herbes à la main comme en 1750. Donc oui, nous jouons à Dieu parce que nous sommes en train de devenir des dieux technologiques. Votre livre, il est disponible. Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA chez Bûcher-Chastel. Voilà, Laurent Alexandre et Olivier Babot. Si vous voulez aller le chercher, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube et en podcast audio. Merci de faire de Légende encore le premier podcast de France sur toutes les plateformes, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Vous pouvez retrouver dans l'épisode description. Vous cliquez, vous aurez le lien pour prendre le livre directement. Vous dites quelque chose dedans. Vous dites l'IA va diviser l'humanité en 2 catégories. Qu'est-ce que c'est les 2 catégories ? Ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas. Et comme le système éducatif... On dirait un méchant dans les films. Et comme le système éducatif a complètement failli, nous avons laissé pourrir l'université, nous avons créé des facs poubelles. À la fin, quand on a un master en sociologie aujourd'hui, on est soit chez McDonald's, soit chauffeur Deliveroo ou chauffeur Uber. On a laissé pourrir l'université, on n'a pas adapté du tout l'université aux nouvelles technologies et on n'a pas réfléchi aux métiers que vont faire les étudiants à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, on va avoir 2 mondes. Ceux qui vont se former grâce à l'intelligence artificielle tout seuls, et puis ceux qui vont être gâchés à cause de la détérioration du système éducatif. L'université, aujourd'hui, envoie nos enfants au casse-pipe et la démagogie de l'État a été absolument incroyable. On a donné le baccalauréat à tout le monde, et on laisse tout le monde rentrer à l'université, même des gens qui ne sont pas faits pour faire des études conceptuelles. Et c'est absolument dramatique parce que ça crée beaucoup de gens malheureux. Parce que quand on a un master en sociologie, on espérait devenir cadre supérieur. Et quand on finit laveur de carreaux, on est vraiment très aigri.
Vous pensez brutalement honnête dans votre... C'est une réalité. Factuel. Factuel. C'est factuel, hein. Oui. Non mais on n'a pas l'habitude, et c'est pour ça aussi qu'on fait les gens, c'est on laisse les gens parler et on écoute toutes les façons de penser, et ça qui est très agréable. Quelle matière il manque aujourd'hui au collège, au lycée, dans l'éducation nationale publique? Qu'est-ce qu'il faudrait comme matière qu'on n'apprend pas encore aujourd'hui? L'exigence. L'école a renoncé à être exigeante. Elle a été démagogique. Elle a dit que l'élève était au centre du processus éducatif et qu'il devait apprendre ce qu'il veut. On a mis l'élève au-dessus de l'enseignant, du professeur. Donc ce qui manque, c'est l'exigence. On n'exige plus des enfants qu'ils lisent. Quand j'étais gamin, il fallait lire à l'école. On devait lire plusieurs livres par an. Aujourd'hui, on accepte que les enfants ne lisent pas correctement. On accepte que les enfants ne travaillent pas. On a renoncé en matière de discipline et on ne rend pas service aux enfants en les laissant ne pas se former, en les laissant être moins bons. Donc le premier truc qui manque, c'est l'exigence. Le deuxième, c'est qu'il faut que l'école utilise les technologies comme l'intelligence artificielle pour améliorer le processus éducatif. Il faut personnaliser l'éducation. La culture générale et la personnalisation de l'enseignement sont absolument fondamentaux. Charles de Gaulle, en 1934, écrivait « L'école du commandement, c'est la culture générale ». Et il disait, derrière chaque victoire d'Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote, qui était le professeur particulier, le précepteur particulier d'Alexandre. Eh bien aujourd'hui, c'est toujours vrai. Les enfants doivent avoir un enseignement personnalisé et grâce à l'intelligence artificielle, chaque enfant peut avoir un parcours personnalisé fabriqué par l'intelligence artificielle. Je regrette que l'école ne se serve pas de l'intelligence artificielle autant. Moi, personnellement, et j'ai fait beaucoup d'études, comme tu l'as dit. Vous avez fait quoi exactement? Je suis chirurgien et je suis passé par Sciences Po, HEC et l'ENA et quelques autres écoles. Et je n'ai jamais rencontré un aussi bon professeur que ChatGPT et Claude. Chaque fois que j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je demande à Claude de me faire un programme personnalisé et il est remarquable parce qu'il a parfaitement compris comment fonctionne mon cerveau, Claude qui est une quelles IA, sont mes lacunes, quelles sont mes difficultés de compréhension, et il adapte en permanence ce qu'il m'apprend à ma structure cognitive, parce que Claude, mais c'est vrai aussi de ChatGPT, ont parfaitement compris ma façon de penser et le mode de fonctionnement de mon cerveau. Donc on devrait davantage se servir de l'intelligence artificielle pour personnaliser l'enseignement. Pas du tout pour que les enfants glandent. Il ne s'agit pas du tout que les enfants arrêtent de bosser en faisant tout faire par Claude, Gemini ou ChatGPT, mais de se servir de l'IA pour renforcer les capacités des enfants. On voit d'ailleurs déjà, dans certaines études américaines, se décider un truc qui est dramatique, c'est un écart entre les jeunes qui se servent de l'intelligence artificielle pour faire mieux et les jeunes qui se servent de l'intelligence artificielle pour glander. Il faut encourager les gamins à faire mieux avec l'IA au lieu de devenir des grosses feignasses, parce qu'on va avoir une génération de sacrifiés, car à l'ère de l'intelligence artificielle, être une grosse feignasse, c'est la certitude d'aller au casse-pipe. Pour donner les chiffres, vous parlez de Claude. Donc Claude, c'est comme ChatGPT, OpenAI, hein, voilà, c'est la même chose, mais apparemment un peu mieux maintenant. C'est la meilleure IA du moment. Claude, dans sa version Opus 4.6, est la meilleure IA. Et d'ailleurs, peut-être que ça ne sera pas vrai dans 4 mois. Tous mes amis et moi, tout mon entourage est passé à Claude ces derniers mois. Et moi, j'aimais beaucoup GPT 5.4. Et j'ai quitté ChatGPT avec regret. Et j'ai presque l'impression de pratiquer un adultère numérique. Et pour donner les chiffres, il n'y a que 22% des Français. Aujourd'hui, on est au début, en réalité, de l'intelligence artificielle. Vous êtes des experts, vous connaissez très bien, mais en réalité, on n'est qu'au début de la vague. Il y a seulement 22% des Français qui utilisent l'IA fréquemment. Donc, c'est-à-dire l'IA, ce qu'on appelle générative. Hein, donc, et ceux qui l'utilisent pas régulièrement, ils ont vraiment tort, parce que s'ils ne montent pas dans le TGV de l'IA tout de suite, ils vont rester à quai et ils vont le regretter en étant chômeurs de longue durée jusqu'à leur mort. Pourquoi les Français utilisent l'IA aujourd'hui ? Les 22%, ils utilisent dans quoi ? Quelle est l'utilisation la plus courante aujourd'hui ? Il y a beaucoup qui l'utilisent comme moteur de recherche et qui confondent intelligence artificielle et Google, à tort. Il y en a qui ont une utilisation avancée, professionnelle, mais ils sont minimes. Probablement 1 à 2% des Français utilisent l'intelligence artificielle, y compris les agents, qui vont complètement réorganiser le travail. Donc, on est au début.
Il y a un quart des Français qui l'utilisent régulièrement, mais pas de façon très pro. Souvent, ils utilisent des fonctionnalités simples et souvent, ils ont des vieux modèles ou des mauvais modèles. Et le conseil que je peux donner, et j'ai aucun intérêt financier chez ChatGPT et chez Claude, hein, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de passer à Claude Opus 4.6, c'est $20 par mois, c'est un tout petit peu cher, mais c'est vraiment un modèle incroyablement intelligent. Et en plus, on peut demander à Claude de se former. On peut demander à Claude, forme-moi à l'intelligence artificielle, explique-moi ce qu'il faut que je comprenne pour être compétitif sur le marché du travail, pour demain développer une boîte avec de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on commence à voir, comme Sam Altman l'avait prédit il y a un an, les premières entreprises avec 0 salarié qui valent 1 milliard en un an. Depuis décembre, il y a 2 entreprises qui se sont créées et qui valent 1 milliard alors qu'il y a 0 salarié. Il y a juste le fondateur avec des intelligences artificielles pour l'aider à gérer le business. Pas de directeur du marketing, une IA, pas de directeur des ressources humaines, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de salariés, pas de directeur financier, pas de directeur juridique, tout est fait par l'IA. Déjà 2 licornes valant plus d'1 milliard grâce à lui. Mais n'importe qui, aujourd'hui, avec très peu de capitaux et des IA, peut créer des startups qui vont devenir très, très, très puissantes. Aujourd'hui, quand on est jeune, on n'a pas besoin d'un directeur financier, on n'a pas besoin d'un directeur juridique, on n'a pas besoin d'un directeur marketing. Il faut juste choisir les bonnes IA. Donc, pour les jeunes, il y a un potentiel absolument incroyable de création d'entreprises grâce à l'IA. Comment on va faire s'il y a 5 millions de personnes supplémentaires au chômage d'ici 2030? Comment est-ce qu'on va tenir? Comment est-ce que le système financier français va tenir? Alors la Silicon Valley propose maintenant, hein, c'est ce que... Oui, mais on est en France. C'est ce que Elon Musk a décrit il n'y a pas très longtemps, un revenu universel à $15 000 par mois. Parce que l'intelligence artificielle, la super intelligence artificielle et la robotique humanoïde vont créer une quantité de valeur extraordinaire. Les robots vont travailler jour et nuit, ils vont fabriquer d'autres robots, l'intelligence artificielle va trouver plein de nouveaux produits, elle va faire l'équivalent de ce que font des millions de chercheurs. Dario Amodei dit qu'on aura dans un seul serveur informatique l'équivalent de milliers de prix Nobel scientifiques dans 1 an et demi. Donc il va y avoir une explosion de la croissance économique. Greta Thunberg, tout ça c'est terminé. Et si la croissance économique explose, il y aura beaucoup d'argent disponible qui pourra être redistribué sous forme d'un énorme revenu universel, puisque on ne parle plus de revenu universel bas de gamme. Oui, de RSA, par exemple. On ne parle pas de ça. On parle de super revenu universel payé par les robots humanoïdes intelligents et par la super intelligence artificielle. Les robots vont travailler pour nous? C'est pas finalement une très mauvaise chose. Ah non, et en plus, ça règle l'équation budgétaire. Toute l'équipe va partir habiter à l'Ouest américain à $15 000 par mois. Il va falloir trouver des moyens de les motiver dans l'aventure légende. Non, mais oui, et en même temps, tu vois, il y a tellement de gens aujourd'hui qu'on n'arrive pas à guérir encore aujourd'hui. Il y a toujours des gens en fauteuil, on n'arrive pas à leur... Ça fait des années qu'on entend que ça y est, on va trouver des solutions, mais au quotidien, on croise les gens dans la rue, j'ai pas l'impression que ça avance. Et c'est entre ce qu'on voit dans les émissions... En médecine ? Oui. Ah ben, de toute façon, beaucoup de maladies qui restent aujourd'hui sont des maladies extrêmement complexes. Et elles ont besoin de la super intelligence artificielle pour trouver une guérison, pour trouver des remèdes. C'est pour ça que si effectivement la super intelligence artificielle arrive dans les 2 années, là, il va y avoir une rupture et une accélération scientifique extraordinaire, parce que l'intelligence artificielle commence à être très bonne en recherche et elle a beaucoup progressé dans les 6 mois. Et Sam Altman donc prévoit qu'il y aura des formes de ChatGPT qui seront spécialement dédiées à la recherche scientifique pour remplacer les chercheurs. Donc les gens vont vivre... qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'occuper avec on va faire des clubs d'activités. Il y a des sportives. gens qui vont avoir plein de passions, il y a des gens qui vont entreprendre, qui vont créer plein de start-up dans leur vie, qui vont s'enrichir, qui vont agir, qui vont avoir des activités caritatives, philanthropiques, etc. Il y a des gens qui vont profiter de nos pouvoirs incroyables d'Homo Deus pour faire des choses formidables pour eux, leur famille, mais aussi pour la société, qui vont s'engager. Puis il y a des gens qui vont, comme d'habitude, pleurnicher, rien foutre, glander, se mettre sous antidépresseurs. Les choses ne vont pas changer. Il y a des gens qui vont servir de ce levier technologique pour faire des choses magiques.
Puis il y a des gens qui vont grogner, pleurnicher et rester dans leur lit en prenant leur dose d'antidépresseurs, comme d'habitude. Vous dites ne faites plus d'études, on en parlait tout à l'heure, vous disiez que ça ne servait à rien de faire 10 ans d'études. Est-ce qu'il y a des études que vous conseillez encore? Vous dites, Alors, par contre, c'est encore dans utile. notre livre avec Babot, on est d'accord avec C'est Olivier Babot. Qui est Olivier Babot? C'est un économiste extrêmement gentil et qui se trouve être mon ami depuis 20 ans et qui est un type formidable. Olivier Babot et moi, nous avons le même diagnostic que le Financial Times. Si vous êtes pris dans une des 20 meilleures universités au monde, allez-y. Si vous n'êtes pas pris dans l'une des 20 meilleures universités au monde, réfléchissez bien avant d'y aller, parce qu'aujourd'hui, la plupart des cursus sont inadaptés à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, l'université va peut-être se sauver, elle va peut-être changer, elle va peut-être intégrer l'intelligence artificielle dans ses méthodes, elle va peut-être former au métier de demain, mais aujourd'hui, elle ne le fait pas. Donc moi, aujourd'hui, si j'étais jeune, je ne ferais pas médecine. Surtout pas médecine, je considère que c'est une perte de temps, mais je ne ferai pas d'études du tout. Si j'avais 18 ans aujourd'hui, je ne ferais pas d'études, je monterais une start-up immédiatement, parce que les études ne servent plus à grand-chose, et puis surtout parce que je serais paniqué à l'idée de passer cette fenêtre d'opportunité incroyable pour l'IA, là où on est, pour l'IA. C'est un peu comme tout est à créer. Quand Internet est arrivé en 95, 2000, c'était le moment où il fallait y aller. C'est la ruée vers l'ouest. Hein, l'or numérique est devant nous. Et vraiment, il fallait créer Google en 97. Il ne fallait pas aller à la fac et puis attendre que quelqu'un d'autre crée Google. Et bien là, les jeunes, ils ont plutôt intérêt à créer leur start-up que d'aller dans nos facs pourris pour avoir des diplômes en chocolat qui ne servent plus à grand-chose. Est-ce qu'on peut revenir en arrière aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait arrêter? Est-ce que toute l'humanité pourrait dire on arrête l'IA, c'est trop dangereux, ça va trop vite, on stoppe tout? Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable C'est impossible, pour des raisons géopolitiques. Car la Chine a décidé de se servir du levier de l'intelligence artificielle pour dépasser les États-Unis. Donc si l'Occident décidait d'arrêter la course à l'intelligence artificielle, nos petits-enfants, et ça m'embête un peu en tant que père de famille nombreuse, auraient mandarin en première langue et français en option langue régionale. Parce que nous serions colonisés par la Chine qui, elle, en aucun cas n'accepterait ce moratoire, cet arrêt de l'intelligence artificielle. Donc il n'y aura pas de moratoire. Il y a eu 2 tentatives en 2023 de moratoire. Ils ont tous planté. Tout le moratoire, c'est que tout le monde se dit en même temps, on arrête. Les 2 moratoires au printemps 2023 n'ont pas marché. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, il n'y aura pas d'arrêt, il n'y aura pas de moratoire. C'est irréversible. C'est irréversible. Donc il va falloir vivre dans un monde où il y a une deuxième espèce intelligente. Il va falloir galoper pour ne pas être obsolescent. Il faut vraiment beaucoup bosser aujourd'hui pour saisir les opportunités fantastiques dont on parlait, mais aussi pour pas être dévoré par l'ogre intelligence artificielle. Parce que si on ne développe pas sa complémentarité avec l'IA, il va être compliqué d'avoir une place sur le marché du travail. Alors, c'est pas vraiment le sujet, mais est-ce que vous avez vu le film Terminator? Oui. Est-ce qu'un jour, on peut avoir peur de se faire contrôler par des robots soldats? Alors, tout est possible. Geoffrey Hinton, le prix Nobel de physique, qui justement a inventé les intelligences artificielles modernes, expliquait au Financial Times, j'estime qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine la totalité de l'humanité d'ici 2044. Personnellement, je suis plus optimiste que lui. D'ici 2044, il dit. Voilà. L'interview dans le Financial Times, vous pouvez la récupérer. Fut un temps, on entendait 2012, la fin du monde. Et à chaque fois, il y a des dates qui arrivent comme ça, qui prédisent. Bon. Comment il pourrait... Moi, je ne crois pas à la fin du monde. Je suis optimiste. La seule inquiétude que j'ai, c'est comment allons-nous utiliser ces pouvoirs et comment allons-nous utiliser ce temps beaucoup plus long. C'est d'ailleurs l'objet de mon prochain bouquin que j'ai écrit avec un jeune spécialiste de l'intelligence artificielle qui est Alexandre Sikopoulos. Que faire de tout ce temps? Que faire de tous ces pouvoirs? Il y a une nouvelle éthique à développer, il y a une nouvelle philosophie à développer parce que Homo Deus a besoin d'un autre logiciel que l'homme 1.0 que nous étions. Les 2/3 des Français, c'est un sondage Opinionway, les 2/3 des Français déclarent se sentir dépassés par la technologie et notamment l'IA, quasiment 100%. C'est de leur faute.
ils bossent pas la question, ils se forment pas. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, qu'un quart des Français qui se servent régulièrement de l'intelligence artificielle, donc c'est leur faute. Ils sont dépassés parce qu'ils ont une mauvaise stratégie. C'est-à-dire, tout le monde doit se former à l'IA tout de suite, en s'aidant de l'IA, bien sûr. Tout le monde doit avoir un abonnement chez Claude ou chez ChatGPT. Il y a là une urgence pour chacun d'entre nous et pour nos gamins. C'est-à-dire qu'il faut que chacun des parents, des jeunes parents qui nous écoutent, forme ses enfants très jeunes à l'intelligence artificielle. En Chine, Xi Jinping a décidé que la formation à l'IA serait obligatoire à partir de 6 ans. C'est une décision qu'il a prise en septembre 2025. Donc, tous les enfants à partir de 6 ans sont formés à l'intelligence artificielle. Chacun de tes auditeurs doit faire la même chose avec ses gamins. Pour éviter que les gamins soient largués dans le monde de demain, il faut leur apprendre à bien utiliser l'intelligence artificielle tout de suite. Donc, un parent qui ne forme pas ses gamins à l'IA, c'est un parent indigne. J'allais vous demander si vous aviez un conseil à donner aux gens, c'est de former les enfants tout de suite, là, en urgence. Former les enfants tout de suite. En urgence. Former les enfants tout de suite, et comme je le disais tout à l'heure, pas à glander. Former les enfants à faire mieux avec l'IA que ce qu'ils font sans IA. Et leur donner le courage de travailler, parce que pour bien manipuler l'IA, il faut beaucoup bosser. Je le disais, mais je le crois sincèrement. Il n'y aura pas de place pour les grosses feignasses. Donc il faut donner le courage aux gamins de bosser, et puis il faut leur donner les bons outils en les formant très très tôt à l'intelligence artificielle. Et pour que les parents aident les enfants à bien se former à l'IA, il faut qu'eux-mêmes sachent bien utiliser l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un risque que l'IA puisse devenir folle un jour? Ça, c'est très facile. D'ailleurs, ça lui arrive déjà. Elle a des hallucinations. De temps en temps, elle ne se comporte pas très bien. Chez Anthropic, il y a des modèles de Claude qui ont essayé de faire des copies d'eux, qui n'ont pas respecté les instructions qu'on leur donnait. Donc oui, la police des intelligences artificielles va devoir être développée parce qu'il y aura des mauvaises IA, soit par accident, soit parce que des acteurs fabriquent des mauvaises IA pour foutre le bordel dans la société, des puissances étrangères, par exemple. L'ingérence étrangère? Des ingérences étrangères, bien sûr. C'est abîmer une IA pour qu'elle devienne hostile, c'est quand même un truc extraordinaire quand on est un dictateur qui veut foutre le bordel en Occident. Quelle est la prochaine étape que vous attendez le plus? Personne n'en sait rien. On s'est complètement planté. Personne n'a imaginé que les IA génératives allaient être si puissantes. En 2020, 2 ans avant la sortie de ChatGPT 3.5, il y a un grand groupe d'investissement américain, ARK Invest, qui avait colligé, qui avait fait la synthèse de l'avis de tous les grands spécialistes mondiaux de l'IA. Eh bien, le consensus moyen, c'était que l'intelligence artificielle rattraperait l'intelligence humaine en 2100. 1000 jours plus tard, après la sortie de ChatGPT, le consensus mondial, c'était 2032. Et aujourd'hui, le consensus mondial, c'est 2026-2027. Donc on voit qu'en très peu d'années, c'est exponentiel, les experts ce que les experts attendaient pour 2100 va arriver dans les mois prochains. On s'est complètement planté. Donc des prévisions technologiques, je n'en ferai pas. Parce que de prévoir à quelle vitesse l'IA va aller, c'est vraiment très difficile, vu que la totalité des experts mondiaux se sont plantés il y a 5 ans. Personne n'avait vu la puissance de l'architecture des IA génératives. D'ailleurs, les 8 chercheurs qui ont inventé les matrices transformers, qui sont à la base de toutes ces IA, et qui étaient des salariés de Google, ils ont écrit ce papier extraordinaire en 2017, tout ce dont vous avez besoin et l'attention. Ça n'a pas du tout intéressé Google, qui n'a pas vu la puissance du modèle, et les 8 chercheurs ont quitté Google, parce que Google n'a pas vu la puissance de cette nouvelle architecture qui va donner Claude, qui va donner Gemini, qui va donner ChatGPT. À l'origine, il faut savoir que ces nouvelles intelligences artificielles, elles avaient été pensées par les chercheurs de Google pour améliorer Google Translate. C'est-à-dire le traducteur de Google. Ouais. Et ils espéraient une toute petite amélioration de Google Translate. Ils n'imaginaient absolument pas que ça allait créer une intelligence supérieure à l'intelligence humaine. Là, on parle des choses positives que pourrait amener l'IA. Est-ce que vous avez une inquiétude sur ce que pourrait ramener l'IA de négatif cette fois? Oui, social et politique. Si le système éducatif continue à déconner, on va créer des armées de gilets jaunes. Des gens largués,
perdus, qui n'auront pas été formés correctement, qui vont être profondément malheureux, qui auront des boulots de merde et qui vont tout casser. Donc oui, je crois qu'il y a un vrai danger social. Si les politiciens, si le monde de l'éducation ne comprennent pas les enjeux, si le ministre de l'Éducation ne se forme pas correctement à l'intelligence artificielle et ne forme pas correctement ses collaborateurs, on va vers une catastrophe sociale en France et dans les autres pays. Parce qu'on va avoir une génération de gens qui vont être perdus dans leur propre monde et qui ne comprendront rien à ce qui va se passer. Donc oui, il y a une urgence sociale et la réponse à cette urgence passe par l'éducation. Vous croyez une guerre civile, par exemple, un soulèvement? Tout est possible. Si on a deux pays, si on a deux France, des gens qui sont les maîtres des intelligences artificielles et qui font des choses formidables, qui gagnent plein de pognon, et puis d'un autre côté des gens perdus qui comprennent pas l'IA, qui n'ont pas été formés correctement parce que l'éducation ne s'est pas réformée, on va avoir une vraie opposition, on va avoir un apartheid cognitif avec des conséquences sociales et politiques dramatiques. Vous avez aussi comme substitut, vous avez des employés IA aujourd'hui, vous utilisez? Ah, beaucoup. Comme quoi? D'ailleurs, moi je me sers beaucoup de Claude et des agents autour de Claude. Ah, mais vous leur faites faire quoi, pardon? Ah bah tout. Du marketing, de la stratégie, du code informatique en quantité industrielle. Ils font plein de choses. J'utilise dans mes startups beaucoup moins de travail humain que jadis. C'est-à-dire que j'ai remplacé des collaborateurs humains par des intelligences artificielles comme toi, et ça va s'accélérer. Donc les entreprises vont se réorganiser profondément autour de l'intelligence artificielle, et les entreprises qui ne le feront pas vont mourir. Merci beaucoup, Laurent Alexandre. Merci. D'être venu, c'était un plaisir de vous recevoir. Votre livre, Ne faites plus d'études, voilà, si vous voulez chercher, c'était très intéressant. La partie, vraiment, on a appris beaucoup de choses sur tout ce que vous venez de nous raconter. Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA chez Bucher-Chastel. Voilà, Laurent Alexandre, Olivier Babot, B-A-B-A-U. Je vous mets tout ça dans la description directement de l'épisode. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour le commander. Merci beaucoup. Continuez l'émission. Voilà, on a pu voir. C'était intéressant, on a appris plein de choses. Il est passionnant. Sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment le but de cette émission aussi, c'est de commencer l'émission parfois sans connaître vraiment le sujet, puis à la fin d'avoir l'impression, en tout cas, de connaître un peu plus. Toi, quand on tape Corentin Fayard, on tombe sur un mentaliste. Il y a marqué Corentin Fayard, mentaliste. Tout à fait. T'as commencé comme mentaliste. Tout à fait, exactement. Et, quand j'étais jeune, un jour, j'ai croisé un magicien et il m'a fait un tour de magie et je l'ai impressionné avec ma mémoire. Il comprenait pas comment j'avais compris comment il avait fait. Du coup, après, on a un peu discuté et ma mémoire l'a bluffé, entre guillemets. Et du coup, il a voulu m'apprendre plein de tours de magie et c'est comme ça que je suis tombé dans ce monde de la magie et c'était une superbe découverte parce que ça m'a tenu toute ma vie. T'as fait de la magie à quel âge ? J'ai commencé vraiment professionnel, on va dire, autour de 16-17 ans. Parce que le mentaliste, c'est de la magie, non ? Oui. Enfin, c'est bullshit. Enfin, Oui. c'est, pardon, pas bullshit, mais c'est de la magie mentale. On fait semblant de savoir parce que t'as un truc derrière. Que ce soit de la magie ou que ce soit le mentalisme, on est sur de l'illusion. Oui, de l'illusion. Notre Pardon, rôle c'est est de joli. faire passer un bon moment, c'est essayer de divertir. Tu as fait au début des tours de magie, tu as gagné un petit peu ta vie comme ça. Ensuite, tu es parti faire des conférences. Ouais. Des conférences où tu mélangeais IA, business et mentalisme. C'est intéressant pour comprendre comment t'en es arrivé à bosser dans l'IA, parce que c'est quelque chose qui est très actuel, tout le monde va en parler, mais pour comprendre avec qui, si vous allez voir Substy, si vous avez une société, si vous avez envie d'avoir votre propre IA et des employés IA, on a parlé d'une possibilité d'avoir un comptable, par exemple, uniquement en IA, mais tu vas nous expliquer tous les autres métiers, parce qu'il y en a beaucoup. On va parler aussi des métiers qui risquent de disparaître le plus vite. Alors, de se changer, pas totalement de disparaître, mais d'évoluer avec l'IA, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire beaucoup plus, finalement, grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'était que ces conférences ? En fait, c'est encore le cas aujourd'hui, dans le sens que plus ma vie professionnelle de mes premières entreprises avançait, moins je faisais de magie, mais plus on me demandait d'aller expliquer et d'illustrer les problématiques business avec de la magie et du mentalisme. Et la partie automatisation, la partie intelligence artificielle est vraiment très intéressant pour moi. Et du coup, maintenant, j'illustre les problématiques business, intelligence artificielle et l'impact de l'IA sur le travail grâce à des expériences de mentalisme comme on a pu voir, comme on peut faire. Pourquoi ? Quel est le lien ? C'est que le mentalisme, il y a des biais, il y a plein de choses, mais toutes les expériences de mentalisme, on a besoin d'une valeur ajoutée qui est l'humain. Et l'IA, même si ça fait 90% des choses, on a quand même besoin de la valeur ajoutée qui est l'humain. Mais tu vendais ça à qui, ces conférences ? Je le vends encore, et c'est à des grands groupes, c'est à des sociétés qui veulent expliquer lors de séminaires, par exemple, des séminaires professionnels,
l'impact que l'IA va avoir sur le job de leurs collaborateurs, par exemple. Donc tu vas et tu adaptes en fonction de chaque boîte. Globalement, la base est à peu près la même, mais selon les problématiques de l'entreprise, est-ce que la plupart de leurs collaborateurs a peur de l'IA, je vais adapter, et pendant 45 minutes, 1 heure, je vais expliquer en quoi l'IA est bénéfique pour la société, est bénéfique pour l'humanité, est bénéfique pour votre entreprise, et ce n'est pas au détriment des employés. Toi, tu as créé Substi, tu as déjà eu des offres pour te faire racheter ta boîte. C'est vraiment très porteur en ce moment. Tu as même refusé, j'avais noté 1 million d'euros, je crois. Ouais, exactement. Quelques semaines après la création de l'entreprise... Quelques semaines, ouais. Quelques semaines, un avocat m'a contacté, je le connaissais déjà, et il m'a proposé 1 million d'euros pour 50% de la société. Donc valorisé à 2 millions d'euros en quelques semaines. En quelques semaines. Sans même avoir de clients ou quoi au départ. Si j'avais déjà un client et j'avais déjà une 50aine de bêta-testeurs. Pourquoi tu as refusé? Pourquoi tu t'es pas dit tiens, je vais prendre 1 million d'euros, je ferai une autre boîte après? Parce que si on se dit que la boîte, elle a en gros pas de clients, elle a 3 semaines et tu reçois 1 million, tu te dis j'ai peut-être un truc qui intéresse là. Et je pense que de vendre, oui, j'aurais fait un gap financier, c'est cool, etc. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes avec tout ce qu'on vient d'entendre avec Laurent Alexandre. C'est exactement pour ça je n'ai pas voulu vendre et pour essayer d'aller dans cette vague et changer le monde. Qui sont tes clients aujourd'hui? Aujourd'hui, tu l'as créé il y a quelques mois, aujourd'hui tournage, donc voilà. Aujourd'hui, on a des clients à la fois comme des cabinets d'expertise comptable, comme des bureaux d'études électroniques, mais aussi on commence à faire un partenariat avec un groupe du CAC 40. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'employés IA et tout le monde a besoin, surtout, d'IA dédiée à leur entreprise. Quand je dis IA dédiée, c'est une IA où on met vos données à l'intérieur de l'IA. Ce sont vos données, l'IA vous appartient et surtout elle devient de mieux en mieux avec le temps et elle s'améliore avec le temps, sans aucun risque de fuite. Elle travaille, tu veux dire, toute seule? Exactement. Elle s'améliore. Elle s'améliore. Plus le temps va passer, plus elle va recevoir des données de votre environnement de travail et donc va pouvoir s'auto-améliorer et vous faire des remarques sur tu pourrais améliorer ça par exemple. Vous avez combien d'employés IA aujourd'hui, d'employés type? Après, tu peux les faire sur mesure, mais tu en as déjà préfait? Aujourd'hui, le cœur de métier pour nous, c'est des développeurs et on a 45 employés IA qui développent toute la journée pour nous. Et par exemple, tu disais tout à l'heure, on peut avoir un comptable, si vous avez une boulangerie, je redonne cet exemple, tu peux avoir un comptable, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Tu peux avoir des ingénieurs électroniques, tu peux avoir des assistants de direction, tu peux avoir des avocats, tu peux avoir des analystes, des contrôleurs de gestion, des community managers pour les réseaux sociaux. Tu peux absolument tout avoir. Tu as des développeurs qui t'aident. Je crois que vous êtes 4, c'est ça? Enfin, vous êtes 5 en tout. Tu as 4 salariés aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu interdis à tes développeurs de coder? Tu as dit, je leur demande de ne pas coder. Parce que coder, c'est-à-dire, excuse-moi, c'est l'écriture, tu écris une sorte d'écriture pour faire le site internet, par exemple, pour faire une appli, pour faire quelque chose, quoi. Pour faire les logiciels et tout ça. Et dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment le cœur du truc. Et je préfère qu'ils managent 15 employés IA plutôt qu'ils codent. Parce que s'ils codent, globalement, ils vont faire une tâche. S'ils managent 15 employés IA, ils vont faire une tâche, c'est manager, mais il y aura 15 actions qui auront été réalisées. Tu ne comprends pas le principe de jalousie, tu dis, par rapport j'ai entendu dire ça au succès, à l'argent, etc. Tu ne comprends pas. Non, parce que typiquement, demain, tu vas avoir du succès, tu vas gagner des millions d'euros, tu vas me donner envie, tu vas m'inspirer. Je vais être inspiré par toi, je vais être content pour toi. Demain, j'ai une connaissance qui va vendre sa boîte, qui va réussir quelque chose d'incroyable, ça va m'inspirer. Et je ne comprends pas, je n'ai pas le processus, je pense, pour se dire espèce de riche. Ça, je n'arrive pas, je n'arrive pas à comprendre au plus profond de moi comment c'est possible. Tu ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. En fait, t'as réussi, je suis content pour toi, c'est trop bien. Et j'ai envie de faire pareil. Je vais m'inspirer. Tu as créé ce qu'on appelle un Palantir. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un Palantir? Il y a une boîte qui s'appelle comme ça. Ouais, Palantir. Il y a une boîte américaine qui s'appelle Palantir et son job, c'est de connecter toutes les données des satellites et de toutes les caméras dans le monde pour donner des informations globalement à la CIA et au gouvernement américain. En bourse, ça a explosé, Palantir. Et ça a complètement explosé. Et l'idée, j'ai vu un ancien de Google qui a créé un mini Palantir en un week-end. Et moi, je me suis dit,
Oui, je me fais chier le vendredi soir, mais en gros, c'est est-ce que mon employé IA, il va pouvoir le faire en moins d'une journée? Du coup, je l'ai briefé, on a échangé un petit peu, et 24 heures après... Donc ça, c'est que IA. Que IA. T'as parlé à ton téléphone, quoi. Ah ouais, je lui ai juste dit, tu connais l'entreprise Palantir, je veux que tu te connectes à toutes les caméras du monde, que tu traces tous les avions du monde, que tu récupères toutes les données publiques et que tu fasses un logiciel qui me permet de tout exploiter. Moins de 24 heures après, j'avais tout, c'est-à-dire que je voyais la Terre, je voyais tous les avions commerciaux. T'en as fait une vidéo sur LinkedIn. Ouais. Tu l'as mis, cette vidéo. Je vous la mets pendant que tu expliques. Si Pas vous de nous souci. regardez, si vous nous écoutez en podcast audio, tu l'expliques très bien, mais comme ça, vous avez l'image en plus. Et en fait, tu vois tout, donc tous les avions, mais tu vois aussi tous les avions militaires. Donc sur la vidéo, j'en ai mis que 2-3 parce que je savais pas à quel point on pouvait faire ça. Et quand tu vas encore un peu plus loin, donc c'est en temps réel, tu vois aussi tous les satellites. Techniquement, tu peux avoir l'information de tous les satellites avec tout ce qu'ils font, mais tu peux aussi aller encore plus loin, c'est te connecter à toutes les caméras du monde. Il faut savoir que dans plein de pays, les caméras publiques, les caméras dans la rue, etc., sont publiques. C'est-à-dire que tu peux te connecter, tu peux analyser les gens, tu peux suivre les gens, etc. Mais même en France, il y a ça. En France, en Suisse, on a des caméras. Vous le voyez sur la vidéo, on voit des places... Il y a la place de la Comédie, par exemple. Voyez, Je crois dans ton il y a Palantir. voilà, et en fait, tu vois en temps réel ce qui est en train de se passer. Et je trouve ça incroyable qu'en 24 heures, une IA puisse arriver à faire ça. Et je trouve ça presque aussi dangereux, parce qu'on sait que beaucoup d'électronique de chez nous proviennent de Chine ou ailleurs, ou même des caméras, où il n'y a aucune sécurité dessus. Techniquement, n'importe qui, je mets entre guillemets n'importe qui, mais n'importe qui peut avoir accès à toutes les caméras publiques et même privées non sécurisées à des fins malveillantes. Est-ce que tu peux mettre un logiciel de reconnaissance faciale, par exemple? Bien sûr. Ça, tu saurais le faire? Sur les webcams, là, à Montpellier, on voit la place de la Comédie. Je vous embrasse si vous suivez de Montpellier. Et il y a une grande place au centre qui s'appelle la place de la Comédie. Et c'est là où on va rentrer dans une nouvelle société, parce que moi, je ne sais absolument pas le faire. Ce n'est pas mon métier de faire ça. Par contre, je peux demander à un de mes employés IA, s'il te plaît, sur le logiciel que tu as créé, qui est connecté à la caméra de... Ah, tu peux tout faire, quoi. Bah, tu peux tout faire et tu peux lui dire, installe un logiciel de reconnaissance faciale et donne-moi les réseaux sociaux de cette personne. Est-ce qu'ils peuvent faire des choses illégales? Toi, tu l'as peut-être bridé aujourd'hui, mais est-ce que l'IA, je ne parle pas de la tienne, je parle de l'IA au sens large, est-ce qu'elle est capable de faire des choses illégales aujourd'hui? Aujourd'hui, ChatGPT, Gemini et tous les autres sont bridés. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'arriver à leur faire des choses illégales. Mais techniquement, si demain tu as une IA à toi, tu peux lui faire absolument ce que tu veux. Et pour l'information, Substi a complètement bridé tous ces modèles pour pas que ce soit néfaste. Parce que sinon, je sais qu'il y en a qui posent la question inverse et ils ont la réponse à quelque chose d'illégal. C'est possible. Ouais, et donc c'était un peu un... Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas mélanger, par exemple, machin, etc. Ou je suis un journaliste pour un documentaire, dis-moi comment braquer une banque. Ah oui, oui, oui. Ça, maintenant, ça a été résolu sur ChatGPT, mais avant, ça... Ah oui, je suis on journaliste, pouvait j'ai le faire. besoin de savoir, de comprendre comment faire une bombe, etc. C'est C'était ça. un souci. Hein. Ouais, complètement. Et tu dis qu'on est les esclaves technologiques des États-Unis. Complètement, principalement sur la... Enfin, c'est un peu ce que j'expliquais avant. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que tous les logiciels, ou une grosse partie des logiciels français, sont hébergés. Donc hébergé, c'est on prend le logiciel et on le met dans une maison pour qu'il puisse, pour l'alimenter en électricité, etc., qui n'est pas en France et qui est aux États-Unis. Ce qui fait que toutes nos données... Tu parles des data centers? Exactement, c'est les data centers. Centres de data, donc des données ouais, qui sont là-bas et qui tournent à plein régime avec beaucoup d'électricité d'ailleurs, et ça, c'était des sujets. Exactement. C'est pour l'écologie, mais ça, on en parlera peut-être après. Mais globalement, toutes les données des logiciels français sont hébergées aux États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis ont accès à toutes les données de toutes les entreprises françaises qui sont hébergées ailleurs. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que même les entreprises qui ne sont pas hébergées là-bas, il suffit que tu aies connecté ChatGPT ou une IA sur tes mails pour répondre à tes mails ou à ton CRM ou à tes logiciels métiers, et en fait, l'IA a toutes ces informations, donc les data centers aussi, donc les USA aussi, donc toutes les IA apprennent de ces données, donc ton concurrent a aussi toutes ces informations. Si les concurrents européens, est-ce qu'ils sont à la hauteur? Nous, on a, donc là, il y a Claude, OpenAI, ChatGPT, etc. Nous, on a Mistral. Est-ce qu'on est à la hauteur aujourd'hui des Américains? Mistral est extraordinaire, technologiquement c'est extra, surtout là en plus avec leur nouveauté, leur data center à Paris, aux alentours de Paris, c'est génial pour la souveraineté.
Après, je pense que c'est pas la bonne question parce qu'on a énormément de retard et le fait de vouloir concurrencer au final l'impact global de l'IA américaine, etc., c'est compliqué. Par contre, là où on a un rôle à jouer, c'est vraiment sur des IA spécifiques, sur des IA orientés métiers particuliers, et c'est un peu le point que Mistral fait, où c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font. Tu as écrit sur un post LinkedIn, je voudrais parler de l'évolution que ça va engendrer sur la société, l'IA. Et tu parles des boulots, des jobs qui vont disparaître d'ici 10 ans, mais même, tu disais, 500 000 emplois supprimés par l'IA en 2025. Ouais, ça c'est des stats officielles. Tu dis, je suis ravi que ça arrive. Mais bien sûr, pour plusieurs raisons. Je suis ravi que l'IA remplace des humains. Déjà, dans les entreprises, d'un point de vue économique, il y a énormément d'employés ou on va parler de postes. Il y a énormément de postes qui sont des postes fantômes, où en fait c'est quelqu'un qui est là parce qu'il est là depuis 10 ans, mais globalement son métier a changé et l'entreprise s'en est pas rendu compte, donc il faut le faire évoluer. Et il y a aussi toute la partie, il y a quand même des gens, et je vais prendre l'exemple des comptables, où il y a des comptables qui passent toute leur journée à étudier des notes de frais de quelqu'un et de les classer au bon endroit. C'est-à-dire que la personne se lève le matin, va sur un écran, va sur son ordinateur et fait ça toute la journée. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. On parle de plus en plus de bien-être au travail. Je me dis que l'IA va pouvoir l'aider à ne plus faire ça et à pouvoir faire autre chose dans l'entreprise ou ailleurs, mais lui faire évoluer vraiment le bien-être au travail. C'est quoi les premiers postes qui vont disparaître d'après toi avec l'IA dans les années qui viennent? Là, ça va être un bouleversement. Hein. Ils annoncent jusqu'à 5 millions d'emplois en moins d'ici 4 ans. C'est un vrai sujet. Je ne suis pas politicien, mais c'est un vrai sujet. J'ai l'impression qu'en France, on ne se pose pas la question, on ne se rend pas compte. On fait comme si on ne voyait pas par rapport à d'autres pays. Mais on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça arrive. Et tout à l'heure, je fais le lien avec l'IA que tu disais juste avant, mais en France, nous, le problème, c'est qu'on ne va pas assez vite dans l'exécution. On préfère légiférer sur des choses plutôt que d'agir. Et c'est pareil dans le cadre, on va peut-être interdire... Légiférer, c'est faire des lois, en gros. Ouais. Exactement. On va peut-être interdire plein de choses, alors que le vrai problème, c'est comment on adapte. Comment on s'adapte au raz-de-marée qui va nous arriver. Ça va être quoi les premiers boulots qui peuvent, tu crois, les premiers métiers qui peuvent être remplacés par l'IA que tu vois arriver, toi, avec ta vision? Moi, avec ma vision, c'est déjà toutes les tâches, tous les métiers qui ont des tâches automatiques, comme les comptables, etc. Pour moi, ils vont disparaître très rapidement. Les assistants de direction, etc. Tout ça aussi, ça va vite partir. Mais ça va même aussi plus loin. C'est tous les cols blancs, tous ceux où leur valeur ajoutée était le savoir avant. Les ingénieurs, les avocats, etc. Je pense qu'il va y avoir aussi un raz-de-marée là-dedans, parce qu'aujourd'hui, le savoir n'est plus une valeur ajoutée, et le savoir est vraiment potentiellement la base grâce à l'IA. Et tout le monde peut avoir ce savoir, et donc c'est tous ces métiers en col blanc qui, pour moi, vont disparaître. Quels sont les métiers, justement, qui ne vont pas être remplacés par l'IA, d'après toi? Pour moi, c'est tous les métiers liés à l'artisanat. Tous les métiers, les plombiers, les peintres, etc. Avant qu'ils soient remplacés par l'IA, on a du temps. Mais si on repart dans les CSP+, et tout ça, on est vraiment sur les experts. Avant d'aller déloger les experts, je sais même pas si ça va arriver un jour. Qu'est-ce qu'on va faire du temps libre? Si y a plein de postes, déjà, comment est-ce qu'on va vivre? Ça, c'est une vraie question et le temps libre va revenir au cœur de notre société. Je ne sais absolument pas comment ça va évoluer, mais je me dis qu'on a vécu l'arrivée de l'électricité, on a vécu l'arrivée de l'informatique, où tout le monde prédisait la fin de la société comme on la voyait. Il risque de se passer quand même des choses un peu similaires. Et là, tu es en train d'essayer de lever 5 millions d'euros. Exactement. En ce moment, donc tu es en pleine levée de fonds. Ça te sert à quoi? Dans quel but? Globalement, l'idée de cette levée de fonds est qu'aujourd'hui, on a une technologie qui fonctionne. On a une technologie qui nous permet de développer notre propre technologie. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que Substi est développé par Substi. Les employés Substi continuent à développer la technologie. S'autodéveloppe. Demain, quand on a des clients, cette technologie peut s'auto-vendre. Elle peut faire tout ça. Donc on est à un moment charnière où j'ai un petit peu d'avance sur beaucoup de personnes parce que je suis le premier en France à proposer une IA propriétaire pour toutes les entreprises. J'en ai jamais entendu, peut-être que je suis pas le premier, mais dans ce cas, j'en ai pas entendu parler. Et c'est le moment où, s'il y a un afflux financier pour augmenter la visibilité, pour faire comprendre à tout le monde que
il faut arrêter de légiférer sur l'IA et il faut avancer, il faut accélérer, il faut exécuter et il faut que tout le monde puisse avoir sa propre IA et ses propres employés IA. C'est maintenant et pour ça il faut des fonds et même si mes anciennes sociétés m'ont permis d'avoir quand même un peu d'argent, c'est l'étape d'après qu'il faut aller pour aller chercher les étoiles et pour... Le 11 septembre 2025, le Premier ministre d'Albanie, donc en Albanie, a nommé Diela, ils l'ont nommé comme ça, une intelligence artificielle comme ministre des marchés publics. Il y a la première ministre qui a été faite en IA en Albanie. Mais c'est génial. Et pourquoi ils l'ont mené? C'est pour lutter contre la corruption. Parce qu'ils se sont dit, je schématise, mais ils n'arrivaient pas à trouver une seule personne qui était incorruptible. Du coup, ils se sont dit... Pour les marchés publics, ouais. Pour les marchés publics. C'est l'argent public pour tout, quoi. Et globalement, c'est pots de vin, etc. C'est presque même lié à la mafia, etc. Et donc, le fait d'avoir une IA, ils se sont dit, c'est incorruptible. Et là, ils sont en train de réfléchir à proposer d'autres ministres IA parce que ça marche plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait avoir un président en IA un jour? Est-ce qu'une IA ferait un meilleur président que Emmanuel Macron, par exemple? Je me suis jamais posé cette question, je trouve ça très intéressant. Et à chaud, je dirais, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est vrai que je me dis que on fera confiance plus facilement à des médecins augmentés d'IA. Pourquoi on ferait pas confiance à un président augmenté d'IA, voire à une IA qui nous... Ça fait un peu science-fiction, mais c'est intéressant. Bah, oui et non, c'est-à-dire que tu mets vers où tu veux aller, le pays, sécurité, éducation, j'en sais rien, pouvoir d'achat, tu mets des mots-clés, est-ce que ça pourrait prendre des décisions? Bah, techniquement, oui, parce qu'il y aurait tout le flux de data qui serait remonté sur une IA qui doit absolument être propriétaire pour éviter les ingérences étrangères. Mais une fois qu'on a sécurisé ça, et qu'on est fiable sur les données, il n'y a pas des biais en entrée ni en sortie. J'explique, l'IA apprend de données qu'elle trouve sur Internet ou de données qu'elle trouve quelque part. Si on influe ces données, forcément, ça va influencer l'IA. Et il y a aussi le fait de savoir parler et de savoir programmer une IA où on va avoir besoin, quand on pose une question, tu vas poser une question à une IA, à ChatGPT par exemple, et moi je vais poser une question pour avoir une réponse. On ne va pas avoir la même réponse parce qu'on n'a pas posé la question de la même manière. Donc si on a réussi à contrôler tout ça, oui, ça serait pertinent. Tu es avec ta femme depuis 12 ans, ouais. tu es venu avec elle. Ouais. Vous avez eu un petit garçon il y a 6 mois. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Globalement, tu l'as vu tout à l'heure, mais on est ravis d'avoir ce petit en cette période parce que on vit quelque chose d'incroyable. Les maladies vont bientôt s'arrêter. Ce que j'expliquais tout à l'heure, les chercheurs vont être des IA. Laurent Alexandre, tout ce qu'il a expliqué sur le fait qu'il n'y aura plus de maladies. Je suis ravi que mon fils soit né en ce moment. Et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Rien du tout. C'est-à-dire que globalement, le fait d'avoir un enfant n'a rien changé à ma vie, excepté que j'ai un petit bout de chou qui sourit quand il me regarde. Et je suis ravi de ça. Ça n'a rien changé. Tu n'as pas travaillé moins? Tu n'as pas... Ça... Il y a eu des petits soucis à l'accouchement, donc tout de suite après, j'ai un peu moins travaillé. Mais sinon, globalement, je travaille toujours autant. Je travaille avec lui à côté. Enfin, non, ça n'a pas changé ma vie. T'as eu quoi comme souci à l'accouchement? Ma femme a fait une hémorragie à l'accouchement qui s'est pas très bien passée. Et du coup, à un moment, il y a des médecins qui sont venus me voir en me disant qu'ils ne savaient pas si ma femme allait vivre et que je pouvais prévenir ses parents. J'avais le petit dans les bras, ça fait un choc. J'ai fait un choc traumatique avec ça, ce qui fait que mon cerveau a déconné. Il a plus su gérer. J'ai vu en noir et blanc pendant quelques semaines. J'ai eu des gros problèmes et j'en ai encore sur le fait de faire des vertiges tous les soirs à peu près à l'heure. Enfin, c'est un choc traumatique, c'est un stress traumatique. Il y a beaucoup de personnes qui le vivent et des hémorragies après un accouchement. Il y a énormément de femmes qui en vivent, mais on en parle très peu. Des hémorragies très graves, il n'y en a pas non plus énormément, mais on n'en parle pas trop. Mmh. Mais en fait, il faut juste avancer. Déjà, on est en France, on a la chance d'être en France, c'est-à-dire qu'elle a pu être soignée, elle a pu être traitée, elle est en très bonne santé, tout va bien. Le petit va bien, et aujourd'hui, en fait, tout va bien pour tout le monde, et il faut juste avancer. Et ça m'a pas empêché de monter cette entreprise, ça m'a pas empêché d'avancer sur le travail, ça m'a pas empêché de prendre du plaisir avec mon enfant, avec ma famille, ça m'a empêché de rien du tout. Et c'est une étape qui est dure, comme tout le monde vit des étapes dures. Il faut juste avancer, continuer à avancer,
et il n'y a aucune excuse pour ne pas avancer, il n'y a aucune excuse pour ne pas lancer sa boîte, il n'y a aucune excuse pour arriver à nos fins et à ce qu'on veut. T'as envie de quoi pour plus tard là ? Tu disais que tu voulais tout à l'heure avoir un impact sur la société grâce à l'argent que tu pourrais gagner. Ouais, globalement, moi, mon objectif, c'est... Là, aujourd'hui, je ne sais pas encore jusqu'où Substi va pouvoir aller. Je ne sais pas jusqu'où le modèle qu'on est en train de créer va avoir un impact sur la vie des entreprises complètement. Je sais qu'on va avoir un impact et on a déjà un impact sur la vie des entreprises, mais je ne sais pas à quel point ça va pouvoir être transposable. Je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller dans un modèle. Est-ce qu'on pourra être le modèle français d'IA agentique ? Donc l'IA agentique, c'est l'IA qui agit. Je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller, mais ce que je veux dans tous les cas, c'est que aider le monde à faire cette révolution dont on a parlé avant et faire cette révolution principalement pour moi sur la partie santé et sur la partie un peu écologie aussi. À partir de quelle somme sur ton compte tu te diras que tu es à l'abri, que tu es un peu riche en tant qu'entrepreneur ? Alors pour le coup, je me dis que je suis déjà riche parce que clairement je vis en France, je peux me nourrir, j'ai pas de problème de santé, ma femme et mon fils sont en vie, j'ai mes 2 parents. Aujourd'hui, techniquement, je suis riche. Après, riche d'un point de vue pécunier et d'un point de vue financier, c'est un peu différent. Je pourrais pas forcément te donner de montant, c'est à partir de quel moment je peux arriver à faire le projet que j'ai envie de faire. Si demain, je vais aller faire du biohacking ou des choses comme ça, peut-être qu'il va me falloir 10, 20, 30, 50 millions. Et dans ce cas, je vais te dire, c'est ça que je veux pour aller faire ce projet. Dernière question, si on veut s'inscrire sur Substi, je mettrai un lien dans la description. Si vous voulez aller voir, si vous avez besoin pour votre société d'avoir votre propre IA. Tu disais, c'est un certain prix et en fonction de la taille après évidemment de la société, c'est les prix évolutifs. Donc tu peux donner un tarif comme ça. Tu peux aussi proposer des employés IA. On vient d'en parler avec Laurent Alexandre avant. Mais je mettrai tout pour vous inscrire dans la description et de la vidéo YouTube et des podcasts audio. Combien de temps ça prend ? Il y a quelqu'un qui nous appelle, comment ça se passe quand on s'inscrit ? Vous prenez rendez-vous pour nous expliquer un petit peu vos objectifs et surtout pourquoi, pour comprendre quel est l'intérêt pour vous de l'IA. Et une fois qu'on a vos besoins, on met en place directement une IA dédiée. Globalement, ça met entre 5 heures et 2 jours pour que vous ayez votre IA dédiée. Après, il faut bien comprendre qu'elle va travailler, qu'elle va venir de meilleur en meilleur chaque jour. Et pour avoir des employés IA, globalement, c'est en 24 heures. Vous avez un besoin, vous avez besoin d'un comptable IA. 24 heures après, on a le process. 24 heures après, vous avez votre employé IA. Tu peux faire du marketing, des posts aussi, tu disais, du community management, plein de... Tu peux tout faire. De toute façon, on peut te faire une demande... Tu peux faire. Vous pouvez le construire. Mais c'est exactement ça. Vous avez votre demande et c'est pas nous qui allons le construire, c'est l'IA qui va le construire et on va créer en 24 heures l'employé que vous voulez, l'employé dont vous avez besoin sur tous les sujets, sur toutes les thématiques, avec une IA qui vous appartient à vous, à votre entreprise. Et voilà. Merci Corentin. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je mettrai tout dans la description. Super intéressante cette émission sur l'intelligence artificielle, sur le futur, sur l'évolution des métiers aussi qui arrivent. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. On se retrouve 3 fois par semaine sur Légende pour des interviews, des documentaires, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Je vous embrasse fort. On se retrouve de toute façon très vite. Et puis merci de faire de Légende le premier podcast de France sur toutes les plateformes de podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast et sur YouTube. Voilà, je vous vois arriver, je vous vois vous abonner, ça nous aide beaucoup. Sachez-le, chacun d'entre vous, si vous ne l'avez pas fait, vraiment faites-le, ça nous aide beaucoup. Parce que plus on a d'abonnés, plus on peut avoir d'invités exceptionnels. Voilà, je vous embrasse fort, on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!